Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News, un autre rendez-vous, l'invité de la semaine, qui reçoit les responsables des fournisseurs IT qui sont présents en France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Degré, qui est directeur général de Cisco France. Laurent Degré, bonjour. Bonjour. Vous savez qu'on commence toujours cet entretien par une actualité, donc un fait, un événement, une tendance qui vous aurait interpellé, comme on dit, ces derniers temps. Donc parmi beaucoup de choses qui peuvent arriver dans notre domaine, est-ce qu'il y a un élément qui a retenu votre attention ? Alors il y a beaucoup d'éléments, mais il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est cette attaque au ransomware de Bouygues Construction. Bouygues n'est pas le premier à être attaqué malheureusement. Et n'est pas le premier venu non plus. C'est très clair. Et pourquoi c'est une actualité qui me tient à cœur ? Parce que ça soulève plusieurs questions. La première, c'est on parle d'une rançon de 6 millions de dollars de mémoire, mais on ne prend pas en compte derrière tout ça les aspects techniques, l'impact que ça a sur le fonctionnement de l'entreprise. Ça fait à peu près 2 semaines que des ingénieurs et l'ANSSI travaillent dessus. Et puis ça pose plusieurs questions. La première, c'est il faut absolument revoir l'aspect cybersécurité, le prendre en compte. Et la stratégie de cybersécurité est extrêmement importante. Gardez à l'esprit qu'on parle d'un marché de la cybersécurité, ou en tout cas du malware et des attaques d'à peu près 1500 milliards maintenant. Pour donner un ordre d'idée, c'est à peu près le PIB de l'Espagne ou de l'Australie. Donc c'est une force de frappe qui est extrêmement importante. Donc ça pose la question de comment on revoit les aspects cybersécurité dans l'entreprise, et puis aussi la notion de souveraineté numérique, souveraineté nationale, numérique, parce que c'est quelque part le patrimoine économique de la France, en ce qui concerne nos champions du CAC 40, mais aussi nos PME, qui est menacé. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité. Les autorités les prennent à cœur, les fournisseurs de services de même, et c'est vraiment pour moi quelque chose qui est extrêmement important dans l'actualité en ce moment. Est-ce que vous pensez justement que les entreprises, elles également, sont très sensibilisées à toutes ces questions ? Parce que Bouygues Construction, c'est quand même pas n'importe qui. C'est clair. Je pense que la sensibilisation en France est très forte, mais elle n'est pas forte sur l'ensemble des segments, des secteurs. J'entends par là que les grands du CAC 40 sont sensibilisés, sont épaulés, sont naturellement des cibles pour les hackers. On a aussi une particularité en France qui est le réseau de PME. La France, c'est aussi beaucoup de PME. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire là-dessus. Je sais que la DGE est très active à ce sujet, l'ANSSI aussi. Pourquoi c'est important aussi de sensibiliser les PME ? Parce qu'une PME qui est bloquée quelques jours sur une attaque de ce type-là, c'est aussi problématique que pour un grand groupe, dans la mesure où les appels de trésorerie, la gestion de la trésorerie peut faire que l'impact sur la vie même d'une PME peut être menacé. Donc je pense qu'on est bien sensibilisés. Les autorités font ce qu'il faut. On a aussi des champions en France, il faut le savoir, que nous envient d'autres pays. On prend des Atos, on prend des Thales, on prend des Airbus. On a ce qu'il faut en France aussi, et puis Orange Cyberdéfense. On a de très bons acteurs en termes de cybersécurité. Maintenant, il y a tout un pan, je pense, au niveau des PME qu'il va falloir sensibiliser et quelque part forcer à activer une vraie politique de cybersécurité. Très bien. Alors, on va parler un peu de Cisco, bien sûr. Donc, vous avez organisé votre événement européen là, à Barcelone récemment. Et j'aimerais qu'on revienne sur une ou deux annonces que vous avez faites. Donc, la première, c'est finalement de proposer une offre qui réunissait AppDynamics d'un côté et Intersight de l'autre pour la gestion des performances des applications et gestion des performances des serveurs. Le tout dans une solution un peu packagée. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer ça ? Et puis, une question un peu sous forme de boutade, c'est pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? Parce que ça paraît relativement logique d'associer les deux. C'est une très bonne question. Alors, avant de parler de cette annonce, alors effectivement, vous parlez de Cisco Live, là, qui est notre événement annuel. C'est 17 000 personnes qui viennent à Cisco Live cette année, un petit peu plus même, je crois. C'est un événement extrêmement important pour nous parce que c'est un peu notre grande réunion avec nos clients et avec nos partenaires. C'est là qu'on va effectivement faire un certain nombre d'annonces. C'est là aussi où on met en relation nos ingénieurs avec nos clients, avec nos partenaires sur les thèmes qu'ils veulent pour aussi nous prendre du feedback et puis aussi pour nous améliorer en termes de développement et voir les demandes de nos clients au plus près. Si on revient à cette annonce, je crois qu'il faut regarder un petit peu l'environnement de l'IT maintenant pour comprendre un peu ce qu'on fait sur Intersight et AppDynamics.
on a construit pendant des années des réseaux, des infrastructures et des data centers et des applications dans un mode centralisé, avec des sites qui venaient se connecter aux sites centraux, et puis on sécurisait ça avec des VPN. Et puis globalement, on avait une gestion des flux, on va dire, applicatifs, et de la qualité de service qui était assez figée. On est dans un nouveau monde maintenant où on parle de multi-cloud, on viendra là-dessus je pense. La vraie réalité, c'est que dans un environnement de travail, l'IT est multidimensionnel. On va chercher de l'application dans du SaaS, dans un cloud privé, dans un cloud public. On a une multitude d'objets et de devices. C'est pas simplement le mobile et la tablette. Et cet environnement, en fait la gestion des flux est complètement dynamique. Maintenant, il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la vraie qualité de service qu'il faut mesurer, c'est bien évidemment la qualité de l'utilisateur sur l'application. Et donc, quand vous avez d'un point A à un point B une application qui délivre un service, c'est facile de le monitorer. Lorsque vous êtes dans un environnement où l'Internet devient quelque part la plateforme, et vous avez des applications et des flux qui vont un peu dans tous les sens, vous devez mettre de l'intelligence et de l'automatisation derrière. C'est pour ça que AppDynamics va nous permettre de gérer la vraie qualité de service au niveau de l'application sur le device, et la notion d'intersite va nous permettre, en le connectant, de gérer l'automatisation et le comment je vais bouger des flux ou réorganiser mon réseau en fonction des besoins que je peux avoir par rapport à ce qui se passe sur mes applications. Mais alors ça veut dire les deux fonctionnent conjointement sur une même console de supervision comment ça fonctionne? C'est exactement ça. On avait deux consoles séparées, on va merger tout ça pour faire qu'on facilite de la détection, on va dire, de la qualité de service ou d'une problématique sur une application pour piloter directement ou prendre les actions qui vont être demandées et nécessaires et conseillées aussi pour faire ce changement en termes de flux ou de gestion du réseau. Et est-ce que ces deux solutions vont fusionner dans une seule et même solution à terme? C'est ça? Ça se rapproche et l'objectif c'est ça. L'objectif c'est de faire une plateforme centrale et de faire que tout ça se gère globalement, c'est ce qu'on appelle le intent-based networking, quelque part directement depuis les remontées des applications et de la qualité de service derrière pour que tout ça s'automatise au final. Très bien. Alors l'autre annonce que vous avez faite à ce Cisco Live à Barcelone, concerne l'Internet des objets. Donc c'est un sujet qui vous tient à cœur, dont vous parlez depuis un certain temps. Vous publiez chaque année l'étude où vous faites la prédiction du nombre d'objets qui seront connectés à un moment donné, et ça se mesure en milliards. Et là, vous avez fait l'annonce d'une architecture de sécurité de l'Internet des objets. On sait que vous avez parlé de sécurité en introduction, on sait que la sécurité de l'Internet des objets, c'est vraiment la question majeure, puisqu'au départ, finalement, les objets, ils n'avaient pas vraiment été pensés avec la sécurité, d'autant plus que c'est un coût. C'est un coût auquel qu'on voulait peut-être pas rajouter à tout ça. Est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux exemples d'applications d'Internet des objets industriels avec un client en France qui serait assez exemplaire de votre démarche? Alors il y a certains clients, il y a certaines applications dans le monde industriel qui sont assez sensibles et que je ne pourrais pas partager. Je vais déjà vous expliquer un peu ce que ça fait. Vous savez qu'on a fait cette annonce, elle vient de l'acquisition d'une société qui s'appelle Centrio, qui est une société française. On investit en France et on continue à le faire. C'est intéressant parce que Centrio, c'est une société lyonnaise qu'on avait supportée et quelque part co-accélérée il y a déjà 4 ans de cela, pour travailler sur effectivement les aspects cybersécurité dans l'Internet des objets et particulièrement dans le monde industriel. Et on a racheté cette société qui devient maintenant le centre mondial de la cybersécurité dans le monde industriel particulièrement. Et cette société est basée à Lyon. Alors, qu'est-ce que ça fait Centrio et Cybervision derrière? Ça part d'un principe qui est tout simple et comme vous l'évoquiez, les objets maintenant viennent d'environnements différents. Le monde industriel se connecte aussi à l'Internet, se connecte au système d'information. Et puis quand on regarde bien ce qui se passe en termes d'objets, de robots, d'agents... Sans poser de problème d'ailleurs, entre parenthèses. Pardon? Ce qui n'est pas sans poser de problème. Bien sûr, bien évidemment. Et encore une fois, potentiellement, ça amène des failles potentielles de sécurité. Pourquoi? Parce que dans un environnement industriel, on a des robots,
on a des machines, on a des liaisons asynchrones, on a des protocoles très très spécifiques qui ne sont pas forcément des protocoles qu'on connaît dans le monde de l'IT. Et en fait, ce que fait Centrio à la base et Cybervision, c'est déjà de faire une cartographie de tous ces échanges en termes de communication et d'échange d'informations dans le monde industriel, dans une usine, dans un port. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez cette cartographie et que vous avez les flux et les transferts d'informations, vous êtes capable de dire voilà l'état nominal de ce qui se passe sur mon réseau industriel et sur mes objets. Et derrière, avec Cybervision, on rajoute un moteur de machine learning qui fait que si jamais je vois qu'un flux n'est pas le flux nominal ou qu'il y a une entrée ou une sortie sur quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on fait habituellement, ça déclenche potentiellement une alerte. Donc c'est ça le principe. C'est principalement dans le monde industriel, mais bien évidemment dans le monde des objets, puisque le monde des objets, c'est dans le monde industriel. Alors, je peux vous donner des exemples. Il y a le port de Rotterdam, typiquement. La gestion et la sécurisation des objets nous permet de faire que l'entrée et la sortie des tankers va être optimisée et va d'ailleurs, au passage, avoir un effet sur un impact positif sur l'effet carbone pour optimiser les entrées et les sorties de ces tankers, de manière sécurisée aussi. Alors il y a plein d'autres exemples avec des sociétés françaises à caractère sensible aussi que je ne pourrais pas vous évoquer, mais on a une belle pénétration sur les grands acteurs français industriels avec Centrio. Très bien. Alors, on va parler, vous avez déjà mentionné l'acronyme Software Defined et puis Intent Based Network. Donc, le Software Defined, on en parle déjà depuis pas mal de temps. Ça évolue, vous le proposez, vous, avec votre architecture ACI qui est proposée en option sur les équipements Nexus. Est-ce que, à quelle vitesse vous pensez que finalement le SDN, on se souvient de la phrase « le software va manger le monde », mais à quelle vitesse finalement tous les réseaux seront 100% SDN, et puis est-ce que le SDN n'est pas finalement le marchepied vers l'étape ultime que vous avez mentionné, qui est l'Intent Based Network, c'est-à-dire qu'en gros c'est le network, le réseau qui va s'adapter à ce pourquoi on lui demande de travailler plutôt que l'inverse. Alors le réseau, et de toute façon quand on dit, et on a annoncé récemment qu'on travaillait maintenant sur on va dire l'Internet des 10 prochaines années, ça part du principe effectivement que de toute façon, c'est l'application et le software qui doit piloter le réseau. Je crois que ça, c'est un changement de paradigme. On a travaillé pendant des années avec des organisations télécom et des organisations réseau, et puis des gens qui faisaient les applications au-dessus. C'est fini. On évoquait cet aspect multi-cloud. C'est l'application qui doit piloter le réseau. Enfin, ça, les fournisseurs de réseau en ont bien profité d'une certaine manière. C'est clair, et objectivement, ça a bien fonctionné, et ça fonctionne toujours bien. Maintenant, cet environnement hétérogène fait qu'il faut s'adapter. Donc, le réseau et l'infrastructure doivent de toute façon être au service de l'application et du software. Ça, c'est clair. Donc, la migration vers le SDN, effectivement, c'est une étape, SDN, SDA, vers cet Intent-Based Networking, ou dans un modèle idéal. Et alors là, si vous me demandez le temps que ça va prendre, je pense que ça va prendre un certain temps quand même, il faut être objectif, mais c'est quand même l'étape intermédiaire vers l'application de manière générique va pouvoir piloter sans aucun contrôle, c'est le monde idéal, les plateformes et les infrastructures. On en est encore loin, clairement. Par contre, ce qu'on voit, c'est quand même une accélération du software defined. Je crois que la France, d'ailleurs, a eu un petit peu de retard par rapport à certains pays, mais est en train de le rattraper extrêmement rapidement. Il y a tous les projets de renouvellement, on va dire, des infrastructures télécom, des WAN, de manière générale, sont en train d'étudier les aspects SD-WAN et comment on y va. Et puis, ça se couple ça, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas faire simplement du SD-WAN si on ne fait pas du software defined data center aussi, avec le couplage sur la partie SCI pour nous et d'autres solutions chez d'autres constructeurs. Alors, est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui ont mis en œuvre ces réseaux oui. intentionnels, si je puis dire? Ça existe déjà réellement, ou on est encore dans le positionnement marketing? Écoutez, on a un constructeur automobile français, voilà, bon, il y en a pas pour le dire, voilà, qui est SD depuis l'accès jusqu'à SCI tout en haut. Voilà, c'est en cours de déploiement, parce que là aussi il y a un petit peu un mythe, et il faut être réaliste là-dessus, ça se fait pas en claquant des doigts.
C'est pas simplement une boîte, un logiciel qu'on va rajouter. Il y a une migration, il y a des choses à faire. Il y a une phase je dirais, de design et de mise en place pour arriver vers le vrai software defined. L'intent-based networking, on y tend, mais il faut être réaliste, on n'y est pas encore. D'accord. Alors, vous avez mentionné l'Internet de la prochaine décennie, et vous avez fait une annonce, c'est en décembre dernier, je crois, donc, dans ce domaine-là. Donc, c'était une puce ASIC qui est beaucoup plus rapide. Je crois on fait du 10 terabits par seconde, donc c'est très rapide. Donc, c'est Silicon One, plus une nouvelle version de votre OS, plus un nouveau business model. Et quand on regarde l'évolution de l'Internet, si on se reporte, on parle de l'Internet, on ne parle pas du web, dans les années 70-80, ce qu'on faisait avec Internet n'a aucun rapport avec ce qu'on en fait aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr que les gens de l'époque pensaient qu'on pourrait faire un jour tout ce qu'on fait aujourd'hui, la réalité virtuelle, le 16K à venir, enfin des choses absolument incroyables. Donc ce qui montre la plasticité de l'Internet. Quels sont pour vous les ingrédients de cet Internet de cette prochaine décennie, donc on est en 2020, donc jusqu'en 2030, et en quoi finalement la solution que vous proposez va permettre d'y répondre? Alors, effectivement, il y a 10 ans, peu de personnes auraient imaginé les débits et les applications qu'on avait en place, qu'on mettrait maintenant en 2020. Je pense qu'on est dans la même équation. Il y a tout un tas de cas d'usage, d'applications, de trafic auxquels on n'a pas encore pensé, mais qui viendront. Donc, ce qu'amène Silicon One, c'est effectivement plusieurs choses. C'est déjà effectivement ce chipset, on continue à faire du chipset, bien évidemment, qui quelque part casse un peu les barrières physiques, on va dire. Il faut savoir que quand on veut faire du 400 gigas sur un certain nombre de ports, il y a des problématiques effectivement d'intégration dans les ASIC. Il y a des problématiques aussi de refroidissement. On éprouve déjà les lois de la physique, donc c'est très très compliqué à faire. Donc on a ce chipset qu'on a développé qui va nous permettre effectivement d'aborder le 400 gigas là où on a du 100 gigas aujourd'hui, voire du 10 gigas. Mais la particularité aussi de Silicon One, c'est qu'il va s'adapter aussi au changement de modèle quelque part sur le cloud. Alors je m'explique. Vous avez des gens comme Google qui construisent des data centers, qui font du cloud et qui construisent leur infrastructure. Ces gens-là ont développé leur logiciel de pilotage, d'orchestration, et ils vont avoir besoin chez Cisco de la capacité de cet ASIC. Mais pas forcément des CI et du software, parce qu'ils ont développé leur software. Donc ça nous permet de vendre ce Silicon One comme une brique pour ces web players typiquement, ou pour les sociétés demain qui souhaitent, pourquoi pas, développer leur hardware et utiliser une plateforme Silicon One. On vend à côté de ça la partie software, XR, qui est en fait l'operating system complètement programmable, c'est-à-dire qu'un opérateur peut l'utiliser en programmant jusqu'à l'ASIC pour en faire ce qu'il souhaite. Et puis on vend aussi toute la combinaison de la plateforme autour. Donc on est capable en fait de s'adapter à un web player ou un opérateur qui souhaite utiliser un operating system mais notre hardware, ou notre hardware ou notre logiciel sans le hardware, sur une white box ou sur notre hardware. Donc c'est une ouverture complète. C'est un découplage total entre le hardware et le software. Exactement. C'est l'étape, on va dire N+1 de la virtualisation. On a découplé le software du hardware. Maintenant, on découple aussi l'ASIC. Mais ce qui veut dire quand même que, contrairement à certains de vos concurrents, vous êtes toujours sur le hardware. C'est-à-dire qu'en développant cet ASIC, bon, c'est pas vous qui le fabriquez, je suppose, vous le faites faire par un fondeur. On le design, on le fait fabriquer. Vous faites la conception. Vous êtes quand même très impliqué sur l'aspect hardware qui, sur certains aspects, peut faire une différenciation par rapport à la concurrence. Bien sûr. Et on investit toujours sur le hardware, sur l'optique, parce que le merge de l'optique avec ces ASIC va vous donner les débits dont on aura besoin demain. Et on s'aperçoit d'une chose aussi, c'est que ça coûte très cher de faire un ASIC. Là, il y a quand même quelques années de développement. Il vous faut quand même une santé, une puissance financière derrière. Et donc nous, vous le savez certainement, on met globalement 6 milliards de dollars par an en R&D. C'est pour financer ces programmes-là. Ce chipset va nous servir pendant les 10 prochaines années.
et progressivement, vous allez le voir chez les opérateurs, chez les web players, et puis ça va monter parce que les débits vont augmenter aussi, les cas d'usage vont être différents, et donc il y aura une demande à terme qui va augmenter. Donc vous allez lancer une campagne marketing qui sera Cisco Inside, c'est ça? Voilà, très bien. Peut-être. Alors, dernier point, je voulais aborder avec vous, c'est le cloud, puisque c'est quand même, on en a parlé finalement aux différentes étapes de notre entretien, mais c'est quand même un élément en soi très très important, qui concerne à la fois tous les fournisseurs et toutes les entreprises. Vous avez signé récemment un partenariat avec IBM et vous en aviez signé précédemment avec les autres acteurs du cloud. Comment vous envisagez, vous, à terme, alors on parle beaucoup de multi-cloud, de cloud hybride, tout ça, bon, et vous l'avez mentionné, hein, c'est clair que les entreprises ne vont pas avoir un fournisseur, mais plusieurs, il va falloir gérer cette complexité. Comment vous voyez-vous dans quelques années l'évolution de cet écosystème et quel rôle Cisco entend jouer? Est-ce que c'est juste un fournisseur de pelle et le pioche pour les fournisseurs de cloud, ou les opérateurs de cloud, ou est-ce que vous entendez jouer quand même un rôle? IBM a un discours de dire la première phase du cloud est finie, on a mis 20% des applications, maintenant il y a les 80% restants, et donc toutes les cartes peuvent être distribuées. Est-ce que c'est un peu votre idée, ou est-ce que vous pensez que finalement les jeux sont faits, c'est-à-dire que AWS c'est le champion du cloud et il va le rester pour toujours? Moi, déjà notre rôle dans le cloud, il est important de le repréciser, nous ne sommes pas un cloud provider. On ne fait pas commerce de la donnée, on n'utilise pas la donnée. Notre rôle, il est vraiment d'accompagner le client dans cette démarche multi-cloud pour mettre en relation des applications avec des services et faire quelque part qu'on transporte, qu'on sécurise la donnée dans cet environnement. Donc on n'est pas un cloud provider et que je sache, on ne le deviendra pas. Oui. Notre métier, c'est de les accompagner dans cette migration vers le multi-cloud et l'environnement complètement hybride. C'est pour ça qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les annonces du type ABDI avec Intersight, parce que notre rôle, c'est de les accompagner là-dedans. Il n'y a pas, pour moi, je ne pense pas qu'il y ait du tout cloud ou du pas cloud du tout. Et on va arriver dans des périodes d'équilibre comme ça, en fonction aussi de nouveaux cas d'usage qui arriveront. Maintenant, ce qui est clair, c'est que quand on regarde les workloads, nous, on prédit qu'en 2021, là, il y a plus de 50% des workloads dans l'entreprise qui seront dans un environnement externe à l'entreprise. Donc, je pense que le cloud va encore s'accélérer, il va amener de l'agilité, il va amener de nouveaux cas d'usage. Il ne va pas régler tous les problèmes. Et de la complexité aussi, je suppose. Et de la complexité, comme on l'évoquait, parce que vous avez une géographie, une typologie des flux et des applications à gérer qui complexifient. D'où l'automatisation, d'où ABDI, d'où Intersight et d'où les accompagner dans cet environnement. Et donc, vous voyez votre rôle comme un acteur central du cloud ou un peu périphérique? Je ne pense pas qu'on sera cloud provider, mais on fournit, encore une fois, assez fournisseurs de cloud, de l'infrastructure, du logiciel aussi, donc on est dans cette partie-là, mais nous on importe des briques technologiques à ces cloud providers, et puis on est dans l'interconnexion et dans la gestion de cet environnement multi-cloud. Très bien, écoutez, on va en rester, je crois qu'on a fait un tour assez complet, en tout cas Laurent Degré, merci beaucoup. Merci à vous.